Bon après-midi à tous. Le football joue les prolongations sur Forio et télévision. Cet après-midi, nous parlerons exclusivement football. Comme à notre habitude, nous mettrons un accent particulier sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon. Surtout avec, bien sûr, ce report qui est annoncé. Pour l'heure, rien d'officiel, mais selon, bien sûr, les premiers échos qui nous viennent d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, il est clair qu'on pourrait assister. On préfère rester prudent sur cette question. On pourrait effectivement assister à un report de cette compétition. Tout à l'heure en plateau, on essaiera bien sûr de comprendre ce qui se passe réellement. Nous parlerons également du récent classement FIFA mis à jour par l'instance fêtière du football mondial, un classement FIFA dans lequel on peut clairement comprendre comment la France a pu donc chuter et sortir du podium. On parlera surtout de la sélection africaine la mieux placée. Il s'agit du Sénégal, 18e mondial. Le Sénégal est-il réellement à sa place? Voilà une autre interrogation à laquelle nous essayerons tout à l'heure d'apporter quelques éléments de réponse. Et si on parlait mercato, oui, on le fera également dans le cadre de cette émission. C'est donc officiel. Sadio Mané a déposé ses valises du côté du Bayern de Munich. L'Ivoirien Sébastien Haller, lui, il est convoité par le Borussia Dortmund ou encore Sékou Fofana qui fait les choux gras de la presse, du moins du côté du Paris Saint-Germain. Il pourrait également s'engager dans les tout prochains jours. En tout cas, rien n'est encore officiel concernant bien sûr ces Ivoiriens-là, mais pour Sadio, il faut le dire, c'est désormais officiel. Voilà donc pour ce qui nous attend durant bien sûr ces 90 minutes d'émission dans le cadre de cette nouvelle émission de prolongation. Accrochez-vous bien, juste après, je vous présente le panel. En présentiel sur ce plateau, ils seront deux. En attendant bien sûr de mettre le cap sur Abidjan en Côte d'Ivoire pour retrouver notre confrère Anouncia Sioui. Pour l'heure, ils sont deux sur ce plateau. On commence par le journaliste, le seul d'ailleurs de ce plateau. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. C'est un réel plaisir d'être là lorsqu'il s'agit de l'intérêt pour le football africain. Je me sens hyper à l'aise parce que panafricain dans l'âme et donc c'est avec un réel plaisir que je suis là. Fabrice Ntoum qui est donc des nôtres une fois de plus cet après-midi et juste là, toujours à ce côté, le consultant permanent de cette émission de prolongation, Loïc Eloge Foka. Bon après-midi Loïc. Bon après-midi Baudelaire, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Forio Média. Très honoré d'être là aujourd'hui encore et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Un agréable moment qu'on démarre d'ailleurs à l'instant avec la première thématique inscrite à l'ordre du jour. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, celle qui doit se tenir du côté de la Côte d'Ivoire. Mais les nouvelles qui nous parviennent de ce côté ne sont pas du tout bonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a, on va le dire comme ça, ce doute qui subsiste encore autour de la date à laquelle doit effectivement se tenir cette compétition. Pour l'heure, la Confédération africaine de football n'a pas fait de sortie, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se dirige tout droit vers un report, du moins selon certaines indications. On nous parle tout d'abord des conditions climatiques qui ne seraient pas réunies, du moins durant cette période de juin à juillet 2022. La preuve, nous l'avons eu le 22 juin dernier, durant une période durant laquelle, bien sûr, il a énormément plu sur Abidjan, du moins sur la Côte d'Ivoire en général. On assistait à de fortes inondations. Du coup, aujourd'hui, on est en plein, on doit se poser des questions. Est-ce que sur cette période-là, il n'est pas risqué de se dire qu'on doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, ou du moins on doit la maintenir entre le mois de juin et le mois de juillet 2023? Il faut dire, Baudelaire, pour rentrer dans cette thématique qui pour moi est quand même une thématique assez intéressante parce qu'on on est clairement rentré à l'ère du football business. Et ce que nous vivons aujourd'hui est en train clairement d'affecter toutes les compétitions. Et c'est dommage pour ce sport qui a quand même eu le mérite d'être un sport fédérateur, c'est-à-dire qui a réussi par moments également à pouvoir taire certains clivages, que ce soit politique, social et autres racial. Aujourd'hui, on est carrément à la course de l'argent, à la course pour satisfaire les intérêts individualistes, égocentriques. Et voilà à quoi on est réduit aujourd'hui. Vous avez vu le décalage que l'on a apporté à cette
dérogation que l'on a apportée au mondial qui va se dérouler du côté du Qatar. On en discutait d'ailleurs en off tout à l'heure et beaucoup pensent que ça va véritablement avoir un impact significatif sur la compétitivité des joueurs. La compétitivité des joueurs. Malheureusement, je voulais dire, on est à l'ère du football business, on s'intéresse moins à l'athlète, on est plus intéressé aux gains qui vont certainement rentrer dans l'école par là et qui ne vont pas bénéficier à tout le monde, mais à une certaine minorité. C'est en fait là où nous sommes en train de nous retrouver aujourd'hui. On parle quand même de la plus grande compétition sur le continent africain, la CAN. Je crois que c'est la 3e compétition après la Coupe du Monde, après l'Euro. C'est la CAN. Donc la 3e compétition mondiale en termes de droits TV, en termes de mobilisation, en termes de faveur. Et que l'on soit en train de supputer sur la date, moi je dis c'est manquer totalement de respect pour un continent qui est le nôtre. On sait clairement que c'est pour l'une des raisons pour lesquelles on a malheureusement, j'ai envie de dire, évacué M. Issa Hayatou à la tête de l'instance faîtière de football africain en 2017 parce que ne portant pas les gants, le Maroc qui à lui seul subventionne près de 18 fédérations aujourd'hui sur le continent africain a comme une espèce de droit de veto au sein du conseil de la CAF. Et donc, avec son entre-gens régulier avec certains lobbies à la FIFA, ont tout fait pour mettre à mal la candidature d'Issa Hayatou. À l'époque d'Issa Hayatou, il disait clairement qu'il n'est pas question d'évoquer ou alors d'épiloguer sur l'hypothèse d'un glissement ou alors d'un changement de calendrier par rapport à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand on sait que certains oligarques européens pensait clairement que le départ des Africains, du contingent africain pour la CAN, paralysait considérablement les performances de leurs équipes en club. Et malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé avec M. Ahmad Ahmad qui n'a pas réussi à tenir véritablement ce même pari de maintenir la date ou alors la périodicité de la CAN en janvier, février. On a vu rapidement, on nous a fait passer une excuse comme quoi le Cameroun n'était pas prêt en janvier 2019 et donc l'Égypte a réussi à organiser cette CAN en juillet 2019 et bon, on s'est dit ok, pourquoi ne pas jouer cette compétition là. Et donc quand la CAN revient au Cameroun en 2021, ce débat revient sur la table et vous avez vu la sortie avec toute autorité qu'a fait le docteur Samuel Eto'o pour dire moi je comprends pas pourquoi on ne doit pas faire jouer la CAN en janvier. Il y a eu la pression de l'UEFA qui a voulu véritablement imposer une espèce d'embargo sur certains joueurs venant soit de l'Union européenne, pour dire clairement de l'Angleterre. Il a fallu beaucoup de tractations, il a fallu véritablement qu'il y ait un discours de violence, passez-moi l'expression, pour que l'on puisse respecter le calendrier de la CAN qui s'est joué en janvier 2021. Et d'ailleurs, le patriarche Paul Biya leur avait clairement opposé une fin de non-recevoir. Ma CAN à moi se jouera clairement en janvier ou alors vous allez aller trouver un preneur. Et à cette époque-là, la CAF n'était pas capable de pouvoir trouver un remplaçant au Cameroun au pied levé. Et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles on était obligé, contre vents et marées, d'accepter que la CAN au Cameroun se joue en janvier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ceux qui suivent l'actualité du football en Côte d'Ivoire savent qu'en juin, juillet, cher ami, on ne joue pas dans ce pays. La preuve, le championnat local est en berne. Il est aux arrêts parce qu'il pleut énormément. Il pleut des cordes à cette période en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, la CAF se retrouve véritablement butée. Pourtant, c'est une réalité que tout le monde connaît. Les études météorologiques nous ont fait comprendre que dans une certaine dans une certaine situation, dans une certaine aire géographique sur le continent africain, à cette période, il est quasiment impossible de jouer. On peut encore comprendre qu'avec le climat du Maghreb, oui, on peut avoir certaines concessions pour jouer en juin, du point de vue climatique. Et donc aujourd'hui, on est quasiment buté. Je vous dis clairement, il n'est pas possible de jouer en juin, juillet du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a un bureau de la CAF à Abidjan qui siège et qui tourne régulièrement pour apprécier au mieux ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe de l'autre côté, c'est qu'on est en train de penser comment revenir en janvier 2024 parce que ça serait pour eux, entre guillemets, une façon pour d'atténuer un tout petit peu le mal que cela pourrait apporter sur le déroulé de cette compétition. Je crois qu'on va y revenir en profondeur, mais de ce que moi j'ai comme information, de ce que moi j'ai comme vérité, eh bien la CAF là, elle est véritablement
vraiment à dos. Mais après, ils vont certainement nous trouver des excuses comme quoi, oui, on ne peut pas jouer parce qu'il y a la météo qui n'est pas bonne. Mais après, Baudelaire, on est véritablement en train d'infantiliser cette compétition. Aujourd'hui, elle est en juin, demain, elle est en mars, après, elle est... Donc, ça ne grandit pas le continent africain, à mon sens. Avant d'évoquer avec toi, Loïc, l'aspect purement météorologique, parlons tout d'abord de cette problématique que vient de soulever quand même Fabrice. C'est vrai qu'avant, quand on nous parlait de notre Coupe d'Afrique des Nations, entre les mois de janvier et février, on n'avait aucun souci que la Coupe d'Afrique des Nations se joue en Afrique subsaharienne ou alors qu'elle se joue en Afrique du Nord. On n'avait aucun souci. Mais depuis qu'on a adopté le nouveau format avec une Coupe d'Afrique des Nations, depuis l'ère Ahmad, le malgache à la tête de la Confédération africaine de football, les problèmes ont surgi. D'abord, ce glissement du côté du Cameroun, l'Égypte qui est obligée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et on ne parle de plus en plus de la Côte d'Ivoire qui pourrait également assister à un report, ou du moins la CAN ivoirienne qui pourrait également assister à un report. Il faut faire quoi? Il faut revenir à l'ancienne formule ou alors il faut maintenir cette Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin? Bon, c'est une question qui reste assez compliquée, une question qui reste assez compliquée à répondre parce que, voilà, on a deux camps qui s'opposent. Oui. On a des joueurs, par exemple, qui militent pour la plupart à ce que les compétitions africaines, disons la CAN, s'organisent en été. Été, quand je parle d'été, je parle de la période de juin. Oui. Donc on a ce camp-là, et on a un autre camp qui dit, bon, en juin, juillet, c'est pas possible, parce que les conditions météorologiques ne nous permettront pas, oui, parce qu'en 2019, je vous assure que les conditions météorologiques ont failli faucher cette compétition. Et à plusieurs reprises, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est même revenu à ce format de jouer pendant ces périodes? Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas durant les périodes qui sont favorables, du moins sur le plan du climat? Donc il y a d'abord ce camp-là. Et je crois que cette année, pour cette CAN 2021 organisée au Cameroun, il y a eu plusieurs joueurs qui ont refusé de rejoindre les sélections parce qu'ils se disent que le calendrier ou bien le timing ne leur permettrait pas d'assurer leur place en club. Vous voyez, par exemple, un gardien numéro 1 qui laisse en plein janvier une équipe où il est titulaire, vient jouer la CAN et passe un mois de compétition, il risque de perdre sa place. Ça ne se cache pas. Donc on a une sorte, c'est une association d'idées un peu controversées et toutes les idées sont valables. Du coup, c'est problématique de tous les côtés parce que c'est problématique en réalité. Durant les mois de juin et juillet, on se dit oui, il y a de fortes adverses, notamment en zone équatoriale, on le sait, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et tout, c'est le climat pratiquement équatorial qui règne. Et on se dit, si on ramène la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier, on sera soumis à un blocus de ces clubs-là qui refuseraient de libérer les joueurs. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un véritable dilemme. C'est la principale interrogation. C'est un véritable dilemme parce qu'on ne peut pas en vouloir, par exemple, à un joueur qui, pour sa carrière, estime que rentrer jouer pour ma sélection en pleine saison risquerait d'avoir de l'impact sur le reste de ma carrière. Parce que, voilà, un joueur qui ne joue pas en club n'est pas sélectionnable, il ne peut ne pas être sélectionné. Par contre, on lui demande de laisser son club pour revenir, et si derrière il perd sa place, quels seront donc les arguments pour le resélectionner après? Ce sera compliqué. Donc c'est une grosse situation qui doit être gérée avec les joueurs. Il faudrait que les joueurs prennent conscience de l'importance d'une institution forte. Parce que les joueurs n'aident pas, les joueurs africains ils n'aident pas. Quand je parle des joueurs africains, je parle d'Emmanuel Denis, par exemple, qui a refusé catégoriquement de venir jouer en janvier avec le Nigeria. Et les cas sont légion. Donc je veux dire qu'il faudrait que les joueurs, parce que les joueurs également, ils ont des pouvoirs dans les clubs, il faudrait qu'ils permettent à la CAF d'être l'institution aussi forte, une institution aussi forte qu'elle est, parce que l'UEFA ne subit pas ce type de pression. Vous voyez que on a décalé cette compétition, la Coupe du Monde, en décembre, novembre, et ce qui a de l'incidence sur d'autres compétitions sans gêne. Parce qu'il y a eu des mains fortes qui se sont prêtées au jeu. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est une situation qui est assez compliquée. Parce qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de joueurs qui privilégient les carrières en club. Le football n'est plus ce qu'il était. Avant, le football, le plus haut niveau du football se jouait avec les sélections. Vous voyez, les meilleurs joueurs
donner beaucoup plus pour les sélections, mais aujourd'hui, il y a les clubs qui mettent beaucoup d'argent, un peu trop d'argent, des joueurs qui se soucient plus de leur image que du reste. Donc il y a un ensemble, c'est tout un engrenage. Maintenant, des deux côtés, il faudrait trouver le juste milieu. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas des infrastructures aussi solides pour supporter, jouer des compétitions à une certaine période de l'année. Vous voyez les pluies qui s'abattent en Côte d'Ivoire. Ici au Cameroun, même on les a. Hein. Ces fortes inondations qu'on a observées en Côte d'Ivoire le 22 juin dernier. Ici même à Olembe, vous avez vu l'état de la pelouse durant la CAN. Imaginez dans cette période de l'année où il y a de fortes averses. À quoi est-ce que cette pelouse va ressembler? Il y a plein de... Je veux dire, les infrastructures ne sont pas adaptées à ces conditions climatiques. Sinon, je suis d'accord pour qu'on joue cette CAN peut-être en juin ou en juillet, permettre aux joueurs de terminer leur saison et de revenir en club, de revenir en juin, en juillet et tout. Mais si les infrastructures sont capables de supporter ces conditions climatiques. On a vu qu'au Qatar, ils ont adapté le stade. Ils ont permis que la compétition se passe selon les conditions normales de football. Ils ont climatisé des stades. Bon, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'argent quand même qui ont été mis dans les stades ici en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc ce ne serait pas mauvais d'avoir un stade avec beaucoup de toits. S'il y a eu tellement d'argent pour des infrastructures même qui n'ont pas été vraiment... Voilà, on a les stades les plus chers, mais si on regarde l'infrastructure, voilà, donc pour moi c'est une question qui est très compliquée à répondre parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Si on organise en juin, en juillet, voilà, il y en a qui vont dire les conditions climatiques et tout. Même certains joueurs vont se plaindre. Ils vont dire on vient de terminer une saison, c'est une saison aboutie, on est fatigué. Mais par contre, si c'est aussi en janvier, il y aura des mêmes plaintes. Il y aura des joueurs qui ne pourront pas se déplacer. Donc il faudrait vraiment que les joueurs, les fédérations soient réunies et qu'ils discutent afin de trouver vraiment le juste milieu et de prendre la décision qui sied. Fabrice, depuis 2019, on est débutatif. On ne sait plus à quelle période jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, on se pose la question de savoir s'il faudrait revenir sous l'ancien format, c'est-à-dire la disputer au mois de janvier ou alors durant les mois de janvier et février, parce que là, clairement, en ces périodes-là, on n'avait pas de souci que la Coupe d'Afrique des Nations se joue du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique australe, de l'Est, de l'Ouest ou même en Afrique centrale. On n'avait aucun souci, mais depuis qu'on a adopté le nouveau format, on a l'impression que les problèmes se succèdent. Ouais, les problèmes se succèdent. J'ai bien écouté mon co-panéliste tout à l'heure, mais je crois que on m'a fait savoir que Denis avait refusé de venir jouer pour la sélection du Nigeria. Denis, c'est un bon joueur. Après, c'est pas un grand joueur. Pour parler comme l'autre. Donc je veux dire que vous ne verrez pas un grand joueur, un seul, qui refusa de rejoindre sa sélection. Je crois que c'est un faux débat. Le débat, lui, il restera. Et la question de fond, peut-être qu'il oublie, qu'il refuse, les textes de la FIFA sont clairs. Lorsqu'un joueur est sélectionné par son équipe, il y a l'obligation, primo, il est redevable par rapport à sa fédération. Également, son club n'a pas droit de faire une pression quelconque. Et ces joueurs, la majorité de ces joueurs qui ont subi ces pressions, rappelez-vous, alors souvenez-vous, ils ne vont jamais faire ces confessions pendant qu'ils sont encore, entre guillemets, liés contractuellement avec ce club. Parce qu'ils savent, s'ils dénoncent cela, eh bien le club devrait en principe être sanctionné par soit l'UEFA, soit par la FIFA. Donc parce qu'il y a un certain nombre de règles qui doivent encadrer véritablement cette affaire. Sinon, aucun club au monde ne souhaitera clairement que son joueur, je vais dire, sa star aille jouer dans puisse se libérer dans une période X ou dans une période Y, parce que, comme il a dit, on est à l'aide du football business et on met beaucoup d'argent. J'ai vu avec le cas Aubameyang, à un moment donné, il est arrivé au Gabon, on en parlait il y avait quelques mois ici. Et bien on lui demande d'entrer dans un bombardier. Et bien même la dernière fois quand il fallait venir à cause du Covid, il y a un protocole sanitaire particulier qu'a imposé Arsenal Arsenal à son pays, que nous voulons voir ce protocole sanitaire être imposé à notre joueur pour qu'il arrive dans votre pays pour jouer, parce que derrière nous mettons beaucoup d'argent. Et donc
des cas, ils sont légion. Donc je dis, aujourd'hui, quand on veut me dire qu'il y a des mecs qui ne veulent pas jouer en janvier, j'ai dit non. Parce qu'il a clairement dit, vous avez toute une saison régulière pour des mecs comme Sadio Mané qui a joué 64 matchs toute une année et qui revient en juin, vous dites qu'il va faire un mois de préparation, alors un mois de CAN, de juin en juillet. Après, en août, il faut qu'il rentre pour la préparation d'avant championnat. C'est douloureux, c'est difficile pour les mecs. Donc moi, je dis aujourd'hui, la petite passerelle qu'on a faite en 2019 a permis aux uns aux autres de se dire, bah tiens, c'est possible. Et c'était peut-être là l'erreur. Et l'erreur, c'est pas à la CAF, l'erreur, c'est au Cameroun. Parce qu'on n'a pas réussi véritablement à être prêt en 2019. Aujourd'hui, on a prêté beaucoup d'idées à la CAF pour dire, bah, est-ce que ce n'est pas possible de décaler la compétition en juillet? Je dis aujourd'hui, pour moi, la question sur la périodicité de la CAN ne devrait pas se poser pour la troisième plus grosse compétition dans le monde. Pourquoi est-ce que nos championnats du quartier, on ne les met pas en janvier? Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en décembre? Pourquoi est-ce qu'on les maintient à une période bien définie? Donc, je crois qu'il faudrait que l'on respecte clairement, puisque l'idée derrière n'est pas tellement pour faire plaisir aux Africains. En 2019, on disait que bon, il faut qu'on décale parce qu'à cette période, il n'y a ni de Ligue 1, ni de Liga, encore moins de championnat en Europe. Donc tous les regards seront braqués sur le continent africain. Les droits de TV vont augmenter. Oui, les droits de TV vont augmenter parce que j'ai eu quelques chiffres qui sont revenus de la CAN 2019. Mais après, pour le continent africain, la CAN n'est pas qu'une question de Fafio. C'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'honneur. C'est une question de valeur. C'est une question, je sais pas trop, prêtez-moi l'expression de convivialité. On veut venir ensemble fêter. Et donc, pour nous, l'idée d'être un peu plus rentable, bah, non, on s'en tape. On veut venir voir les Sadio Mané à une période bien précise. Et d'ailleurs, un ancien footballeur l'a dit, c'est pas là que je suis sorti. Si nous jouons la CAN en juin-juillet, bah, que deviendront nos championnats de vacances? Ouais, que deviendront nos championnats de vacances? En tout cas, on le sait depuis plusieurs jours maintenant, l'une des principales raisons évoquées est en principe liée aux raisons météorologiques. D'ailleurs, nous allons vous plonger dans ces conditions climatiques exécrables durant bien sûr les mois de juin et juillet du côté de la Côte d'Ivoire, d'où aujourd'hui on vous propose un éventuel report. En tout cas, replongeons-nous dans ces fortes inondations qui ont envahi Abidjan. C'était le 22 juin dernier. Nous sommes toujours dans le cadre bien sûr de cette émission de prolongation football sur For Télévision. Nous parlons bien sûr de ces fortes inondations et nous sommes bien sûr en plein cœur dans cette compétition. Il s'agit de la 34e édition. Ces fortes inondations qui ont frappé la Côte d'Ivoire et la ville d'Abidjan en particulier. C'était le 22 juin prochain avec le concours de la réalisation. Si on peut rapidement nous caler cet élément. Indicated the Ivorian firefighters on social networks, specifying that the interventions are continuing. They add that 46 people have been put to safety, and one taken to hospital. Torrents of rain fell all night on Abidjan, flooding many neighborhoods and making several major roads impassable. From the early morning, residents posted photos and at least 4 children died in floods in Abidjan after a night of torrential rain, firefighters announced on Tuesday, mobilized in the many districts of the Ivorian economic capital affected. We have been engaged since 3 o'clock, GMT and local, in several flooded areas. Provisional assessment, 4 deceased victims, children, indicated the Ivorian firefighters on social networks, specifying that the interventions are continuing. They add that 46 people have been put to safety, and one taken to hospital. Torrents of rain fell all night on Abidjan, flooding many neighborhoods and making several major roads impassable. From the early morning, residents posted photos and video.
viens ouvrir la porte. Viens ouvrir la porte aussi. Hein. Les images qui datent du 22 juin dernier du côté d'Abidjan. Abidjan sous les eaux, c'est comme ça qu'on a un tout petit peu dénommé cette petite vidéo pour vous. On l'imagine, c'est difficile d'organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations sous ces conditions. Parce que là, on ne parle pas des pluies qui font, Loïc, 2 heures, 3 heures, mais on parle des pluies qui tombent durant plus de 6 heures de temps. C'est-à-dire qu'à partir de 23 heures, vous pouvez subir de fortes adverses jusqu'à 6 heures du matin, voire toute une journée. D'ailleurs, on en a eu un exemple aujourd'hui. Ouais, ce sont des images qui font assez peur, effroyables. Et on verrait mal comment est-ce que le football pourrait prôner dans de telles conditions. Tout à l'heure, bon, avec Fabrice, on évoquait toujours également ce sujet de conditions météorologiques et la possibilité qu'un pays a d'organiser une compétition internationale au milieu de toute cette tempête, des pluies diluviennes et tout. Bon, on a oublié de mentionner qu'en dehors des stades, par exemple, il y a des voies d'accès, des voies d'accès qui, les routes et autres. Les routes et autres. Justement, et lorsqu'on regarde même des cahiers de charges des compétitions, dans les critères de sélection d'un pays pour l'organisation d'une compétition, à défaut des stades, il y a aussi les moyens de communication. Par moyens de communication, on parle des transports par exemple. Est-ce qu'il y a une facilité pour les supporters, pour les autorités à prendre le bus, à se déplacer, à prendre l'avion? Ça aussi, ça rentre dans le cahier des charges. Et on voit que les conditions climatiques jouent un rôle prépondérant dans cette décision. Voilà. Et là, aujourd'hui, on voit le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi quelques jours, là, je crois hier ou avant-hier. Je pense que là, c'est une pelouse du côté d'Abidjan. Vous voyez, 2 cm d'eau, c'est complètement trempé. Et j'ai cette petite anecdote pour vous, les gars. Il y a le président du comité local d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, François-Albert Amicha, d'ailleurs, qui s'exprimait en ces termes, je cite: nous sommes un pays de la zone équatoriale et nous nous sommes préparés pour ce qui est bien sûr des pelouses. Ça pourrait être un problème, mais nous travaillons sur des systèmes de drainage efficaces. Est-ce que mettre sur pied aujourd'hui, Fabrice, un système de drainage pour bien sûr faciliter la circulation de l'eau pourrait être une solution pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que le système de drainage, ça existe partout. Il y a des systèmes de drainage dans tous les stades modernes. Ce n'est pas... je crois que c'est encore là, malheureusement, le discours de nos politiciens qui veulent tout faire. Ça veut dire qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire alors? Non, il ne connaît pas les réalités du pays. Il vit clairement, mais il est dans son job. Il est dans son job. On a vu comment un ministre nous a dit au Cameroun que la parole du chef d'État, c'est la parole du chef de l'État. La CAN aura le Cameroun en 2017. On a vu ce qui s'est passé. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le discours des politiciens. Je suis un technicien de la chose. Nous couvrons des compétitions. Nous, le système de drainage d'eau, on en trouve partout, les stades de Japon, tous les stades qu'on a construits au Cameroun. Et même en Europe, même si vous avez un système de drainage qui est très élevé, ce sont, en tout cas, il faut dire à nos téléspectateurs que ce sont des pompes souterraines qui permettent d'évacuer concrètement de l'eau. Même à un moment donné, lorsque le mètre cube d'eau est hyper élevé, même ces moteurs sont incapables de pouvoir libérer complètement de l'eau. Donc, ce sont, même si vous faites comment à un moment donné, s'il pleut 6 heures de temps encore qu'à Abidjan, il n'y a pas de stade couvert. Ce sont plus ou moins les stades couverts qui peuvent véritablement répondre à... S'il pleut plus de 6 heures de temps sur une pelouse, même si vous avez un système de drainage, n'importe comment, ça devient hyper compliqué. Après, il y a des voies de communication, comme le disait Loïc tout à l'heure. Vous faites comment pour arriver au stade? Parce que une rencontre, un match de football, il faut des rentrées, il y a billetterie, il y a même ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a les outils internet. Généralement, on le sait, quand il pleut, c'est pas toujours la connexion fluide. Est-ce que vous avez la capacité? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent
qui rentre en action. Ce n'est pas seulement, voilà, on peut tester un ballon, bon, il va jouer. Non, après, il va jouer. Les mecs, ils font comment pour aller au stade? Les gens, ils font comment pour se déployer? Les gens qui ont payé des stands dans les stades pour vendre, ils font comment? Parce que c'est tout ça qu'il faut regarder. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec la commission marketing pendant le CHAN. Mais c'est incroyable. On vous donne 4 mètres carrés à 300 000 francs CFA. C'est énorme. Ce sont des sommes colossales. Et vous faites comment pour faire des rentrées pendant cette période? Je ne parle pas peut-être pour les panneaux publicitaires sur le stade. Tout ça, c'est une grosse machinerie. Donc, ne pensez pas que vous allez venir expliquer aux gens, OK, on va installer un système de drainage et puis vous allez dire, patatras, ça va jouer. Mais très cher monsieur, on ne veut plus voir le spectre des stades vides en Afrique. Ce qui s'est passé en Égypte a eu véritablement un écho défavorable pour le football africain. Et donc, après ce qui a eu lieu au Cameroun, vous avez vu lorsque le premier match du Sénégal s'est joué à Bafoussam, quand on a vu le semblant des stades vides, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde est monté au créneau. On a vu même les partis politiques demander à leurs militants, vous partez au stade, sinon vous êtes sanctionnés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, quand un homme politique le dit, parce qu'on connaît très bien, il faut plaire. Moi, je ne veux pas rentrer dans les discours politiques. Moi, je reste je préfère dire clairement ce que je pense et ce qui est, parce que nous avons clairement quelquefois couvert des compétitions. Donc, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Vous allez venir avec votre RAV4, vous allez venir avec votre Prado, vous irez au stade. Il y a des mecs qui vont faire 10 km à pied pour aller assister à un match. Il fait comment si pendant toute la journée, il est en train de pleuvoir, même s'il a son ticket de stade à la maison, il ne pourra pas partir. Donc, vraiment, il faut être honnête et dire aux gens, on va regarder pour voir la formule qui va permettre à tous les Ivoiriens, à tous les Africains de pouvoir véritablement fêter avec nous. Oui, Loïc. Si je peux rajouter sur ce que Fabrice a dit, par exemple, c'est une compétition. Ce n'est pas un championnat réparti sur 8-9 mois. Donc, le report d'un match aura des conséquences, des répercussions sur le déroulement de la compétition. Sur le calendrier. Parce que imaginez, il y a un match, et puis une pluie s'abat et on dit, bon, le stade, on ne peut pas jouer le match, on le reporte. Si vous le reportez, ça aura des conséquences. Ou alors on le retarde d'une heure, 3 heures et tout. Tout ceci, ça aura des conséquences. Ce n'est pas un championnat réparti sur 8 mois, 9 mois. On voit comment on va ajuster avec le calendrier. Non, on a un mois. Déjà, le mois, il est précieux. Parce que, quelle que soit la période de l'année, si c'est en juin, par exemple, c'est les vacances. Les joueurs veulent terminer avec ça et puis aller en vacances. Et puis, si c'est en janvier même, là, et supposons, ils veulent aussi terminer pour retourner en club. Donc, ils ont besoin de vraiment statuer sur ce problème. Parce que là, reporter un match à cause, par exemple, de fortes pluies et tout, ou bien parce qu'un avion n'a pas pu décoller. Nous savons bien que le trafic aérien dépend à 100% des conditions météo. Si un avion ne décolle pas parce qu'il pleut trop et qu'il est retardé, vous imaginez, on va dire, la CAF démontre encore son incapacité à organiser une compétition, tant de choses. Il y a tellement de choses qui vont se dire. Donc, aujourd'hui... Ça veut dire que vous êtes clairement favorable à un report de cette compétition à une période où on n'aurait pas tous ces soucis-là. C'est-à-dire que la météo sera clémente, les conditions climatiques seront réunies pour que, voilà, on puisse disputer cette Coupe d'Afrique des Nations comme on l'a vécu au Cameroun, sans report, sans retard de match. Oui, je suis davantage pour ce que les décideurs et ceux qui parlent au public soient honnêtes et qu'ils ne disent pas des choses qui sont juste pour faire plaisir. Parce que derrière, il faudra assurer. Il ne faudra pas dire que cette compétition va se jouer parce que nous avons un système de drainage. Non, mais ce n'est pas un argument qui est valable. Bon, le système de drainage, il est par exemple le terrain. Mais dans la ville, qu'est-ce que vous voulez me dire? Abidjan, c'est une ville superbement bien construite. C'est une ville assez développée. Mais jusqu'ici, il y a toujours ce problème d'eau, ce problème d'inondation qui persiste chaque année. Moi, je ne pense pas que cette ville d'Abidjan est totalement... Voilà, c'est pas une ville totalement du tiers-monde. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui. C'est une ville qui est assez bien construite. Et voilà, donc, on parle du stade, mais on parle aussi des voies d'accès. Déjà qu'en temps normal, lorsqu'il y a des jours de match, il y a embouteillage parce qu'il y a énormément de personnes qui se rendent au terrain. Ici au Cameroun, on en a vu. On a vu que même à Village, là, avec la route qui était bien repartie, il y avait toujours ce problème d'embouteillage parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont au stade au même moment et en dehors de cela, il y a beaucoup d'embouteillage. Bon, mais non, avec les pluies et tout, s'il faut encore en plus des embouteillages, essayer de
voilà, de nager pour arriver au terrain ou bien esquiver une flaque d'eau. Ça va créer tout un désordre. Donc, c'est tout un gros système. Moi, je voudrais aujourd'hui que les décideurs et ceux qui sont proches des dossiers parlent de façon logique et disent la vérité. Bon, disons, voilà, ils ne vont pas créer la psychose, mais qu'ils soient au moins réalistes et objectif dans les communications. Parce que, surtout, voilà, oui, arrêter les discours diplomatiques juste pour plaire à ceux qui dirigent. En tout cas, c'est vrai, on sait à quoi exactement s'attendre quand on tient ce genre de discours. Les gars, il y a surtout un autre argument qui est également brandi aujourd'hui, c'est celui du calendrier des rencontres, des éliminatoires de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les mondialistes sont également montés au créneau. Il y a la Tunisie qui menace aujourd'hui de boycotter cette Coupe d'Afrique des Nations si son calendrier des éliminatoires n'est pas réaménagé, parce que jusqu'ici, les mondialistes, il faut le dire, n'ont pas une période précise pour préparer leur Coupe du Monde. On se rend compte que clairement les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, du moins des éliminatoires, sont en train de piétiner sur la préparation. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude-là, Fabrice, de ces pays mondialistes? Aujourd'hui, on parle des pays africains engagés dans cette Coupe du Monde, tels la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal et bien d'autres, qui clairement exigent de la Confédération africaine de football un certain réaménagement de calendrier afin de leur permettre de mieux préparer leur Coupe du Monde. Moi, je crois que après le passage à vide imposé par la Covid-19, toutes les fédérations étaient clairement préparées à subir plus ou moins, je dis, ce rythme marathonien de compétition, c'est-à-dire que ce soit les éliminatoires là, et les compétitions officielles. Et donc aujourd'hui, je suis un peu surpris que le Maghreb, une fois de plus encore, veuille à tout prix faire entendre sa voix. Après, chacun a ses revendications. Moi, je crois qu'au lendemain du tirage au sort des éliminatoires, il y a d'ailleurs plusieurs thématiques qui avaient été évoquées. Beaucoup pensaient que pour des sélections engagées en Coupe du Monde, les éliminatoires devraient en principe leur permettre de parfaire, j'ai envie de dire peut-être pas de parfaire, mais de s'auto-évaluer avant le mondial, parce que je crois que la troisième et quatrième journée vont se jouer au mois de septembre, je sais plus, et la sixième et cinquième et sixième journée, je crois, après mars 2023. Voilà, après la Coupe du Monde. Donc on a uniquement ces deux journées-là qui s'imposent. Moi, je crois que on ne peut pas aller véritablement, disons la vérité, on n'a pas un technicien avec nous ici, mais on ne peut pas aller à un mondial sans voir des matchs amicaux. Donc oui, vraiment, il faudrait que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur moulin, parce qu'après chacun est clairement aujourd'hui, si on avait ramené cette Coupe du Monde, Baudelaire, en juin, si on avait respecté le calendrier de cette Coupe du Monde en juin, on n'en serait pas là aujourd'hui, on serait clairement en train de jouer. Mais la CAF, aujourd'hui, si la Tunisie veut se plaindre, je crois qu'elle n'a qu'à drafter, à saisir la FIFA, parce que c'est elle qui a demandé que l'on mette, la CAF n'a qu'exécuté ce qui a été dit, et on connaît tout ce qui a prévalu à ce que d'abord ce mondial ait lieu au Qatar, après que l'on assiste à ce glissement de date en décembre, même si ça n'a pas l'air de faire tellement jaser en Europe, parce qu'on sait ce qui s'est passé. N'ayons pas peur de dire qu'il y a eu véritablement des pots de vin qui ont circulé pour contenter les uns les autres, pour qu'on fasse un tout petit peu pédale douce autour de cette affaire. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs pays qui sont montés au créneau pour dire qu'il n'en sera pas la Coupe du Monde, parce que ceci, après les conditions des travailleurs, après aujourd'hui on parle d'ailleurs même un mondial de restriction où il n'aurait pas de sexe, il n'aurait pas de boisson. Bref, c'est pas la thématique. Donc, c'est vous dire tout simplement qu'on aura tout vu avec ce mondial Qatar 2022. On espère qu'il sera très loin derrière nous après décembre et qu'on pourra passer à autre chose. Non, que la Tunisie mette un peu d'eau dans son moulin. Elle s'est qualifiée dans un trou de souris face à la formation malienne qui, pour ma part, n'a pas véritablement fait preuve d'audace. Et donc, elle prépare clairement son mondial avec les réalités qui s'imposent à tout le monde. Ce n'est pas une réalité tunisienne, c'est une réalité sénégalaise, camerounaise et tous ceux qui sont engagés à cette édition-là. Un mondial sans sexe, la Tunisie qui se plaint avant le début de la Coupe du Monde en question. Loïc, vous comprenez cette posture des aigles de Carthage qui aujourd'hui exigent un réaménagement de leur calendrier, convenablement bien sûr à la tenue de cette Coupe du Monde également qui s'annonce du côté du Qatar? Non, je vais être dur avec cette équipe tunisienne. Moi, je ne comprends pas. Parce que
le calendrier n'est pas disponible aujourd'hui. Oui. Ça fait quand même plusieurs mois. Il est connu à l'avance. Il est connu depuis plusieurs mois. C'est connu que la CAN se jouerait, que la Coupe du Monde se jouera en cette période de l'année et que tout ce calendrier, je vais dire, bon, maintenant ils se sont qualifiés. Je suppose que s'ils n'étaient pas qualifiés, ils n'auraient pas, ils ne seraient pas montés au créneau et voilà, demander par exemple que le calendrier soit allégé. Mais non. C'est une décision qu'il devait prendre depuis, au moins en soutien avec toutes les autres équipes africaines, parce que l'enjeu, il est sur le long terme, parce que voilà, dans 5-6 ans, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs se répètent. On n'exclut pas ce genre de scénario à l'avenir, mais il est important de déjà montrer qu'on est solide, qu'on est ferme dans les décisions et qu'on n'est pas prêt à accepter tout le temps ou bien que des décisions soient prises comme ça. Maintenant, je pense que cette équipe tunisienne, elle doit vraiment se concentrer aux prochaines échéances parce que jusqu'à présent, il sera compliqué ou bien, disons, sa voix seule ne comptera pas. Parce qu'une seule équipe ne peut pas décider, voilà, le calendrier, il est chargé et tout. Ce sera un gros processus et du temps va passer. Parce que, voilà, des reports de compétition ou bien des ajustements de calendrier, ça ne se fait pas au coup de parce que si la Confédération adhère à la requête de la Tunisie, ça aura des incidences sur les éliminatoires, sur le calendrier. Parce que là, les matchs qu'on n'a pas pu disputer en septembre 2022, on sera obligé peut-être d'aller les rattraper au mois de mars. Et quand on sait que jusqu'à présent, il n'y a pas de report en vue, ça sera compliqué de gérer entre-temps avec la pression également. Et après, on ne comprend pas, puisque je crois que toutes les programmations répondent, excusez Loïc, aux périodes FIFA. Donc les périodes FIFA, elles sont et on ne peut pas organiser de matchs en dehors des périodes FIFA. En réalité, donc ce sera des conséquences à long terme et je ne pense même que les autres sélections monteront au créneau pour dire mais non, parce que voilà, à cause du changement, voilà, un effet domino. Donc je pense que ce n'est pas une décision qu'il faudra prendre à la légère. Déjà que le calendrier qui est en place pose déjà beaucoup de problèmes comme déjà, donc la situation elle va durer un an, durant l'année qui va suivre, et puis je pense qu'à partir de là tout va redevenir normal. Donc cette fédération tunisienne devrait plutôt aujourd'hui se concentrer sur les échéances, les prochaines échéances internationales, afin d'aborder au mieux cette Coupe du Monde. Et quand on parle de ces prochaines échéances, on évoque surtout les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ça sera durant le mois bien sûr de septembre prochain. Messieurs, merci pour cette première thématique. On prend une transition juste derrière, on vous plonge dans l'univers du classement FIFA. Cause. « 7 juin 2022, c'est la deuxième thématique. Du coup, on parle du classement FIFA actualisé par la Fédération internationale de football association, l'instance fêtière du football mondial. On démarre d'abord par le trio aujourd'hui. Le classement donc qui est dominé par le Brésil, l'Argentine et la Belgique. Mais les gars, comment vous trouvez ce trio-là ? Aujourd'hui, clairement, le Brésil qui semble avoir repris les commandes de ce classement FIFA, suivi de l'Argentine et du Brésil. Ouais, le Brésil. Et de la Belgique. Voilà, le Brésil, le futur adversaire de nos lions indomptables, ça vaut quand même le détour. Il faudrait. Ouais, c'est une équipe qui impressionne. Une équipe composée de jeunes joueurs, un mélange de jeunesse et d'expérience. Une équipe, c'est vrai que depuis plusieurs années, cette équipe du Brésil est à la recherche de ce sacre au mondial qui leur échappe déjà depuis un peu trop longtemps pour le Brésil. Depuis 2002. Voilà, ça fait quoi, 20 ans. Donc ça fait 20 ans pour une équipe comme le Brésil, ça fait une éternité. C'est une éternité. Donc c'est une belle équipe qui a su se reconstruire après l'échec en 2010, disons à la fin des années 2010. Cette fédération brésilienne avait connu beaucoup de problèmes et ces problèmes se sont accentués à la Coupe du Monde 2014 à domicile. Il y a eu depuis le temps
un sélectionneur qui travaille avec des jeunes déjà, qui a remporté les Jeux Olympiques avec une équipe assez rajeunie. Et aujourd'hui, il a remis cette sélection sur les rails. On a des jeunes joueurs qui sortent un peu des futurs grandes stars du football mondial, à l'instar de Vinicius Junior. Oui, avec Madrid, qui a réalisé une saison exceptionnelle. Exactement. Neymar, qui est plus proche de la retraite que de ses belles années. Il n'a que 30 ans, Loïc. Neymar. Il est plus proche de la sortie que du début. Ouais. C'est vrai qu'il n'a plus ses jambes de 19 ans. Voilà, il n'a plus ses jambes, mais on connaît, je ne veux pas dire l'indiscipline, mais son petit côté brésilien, si je me permets de festif, le dire. Tu veux dire. Voilà, qui le pousse parfois à contracter des blessures et tout. Quand il ne faut pas. Voilà, donc, je veux dire, c'est une belle équipe qui est là. La Belgique, par contre, qui déçoit. Je vais dire, en dehors du classement FIFA, c'est une équipe qui déçoit parce qu'elle est dotée de talents, de joueurs de grande classe, mais n'ont jamais su remporter un trophée majeur. C'est tout ce qu'on demande à cette sélection. Et aujourd'hui, on a des joueurs tels que Kevin De Bruyne, 29 ans, Lukaku, Eden Hazard, qui est l'ombre de lui-même. C'est une génération dorée qui, malheureusement, est en train de tirer vers sa fin sans un trophée majeur jusqu'ici. Parce que, voilà, pour beaucoup d'entre eux, ce sera peut-être le mondial qui vient, la dernière compétition majeure. Mais ils sont toujours dans le top 2, top 3. Il y a cette constance. Il manque juste ce trophée. Et ensuite, l'équipe d'Argentine. Non, je préfère que Fabrice dise un mot sur cette équipe de l'Argentine. Qui pourtant était engluée à une période quand même dans le ventre mou de ce classement. Mais on a l'impression que depuis la Copa América gagnée, depuis la fameuse finalissima remportée face à la Squadra Azzurra, cette équipe-là, elle a clairement réussi à se faire une santé. Vous avez des faits. J'ai envie de dire que vous êtes présentateur et consultant. Non, juste pour X, c'est parfait. Aujourd'hui, je crois que c'est qu'il y a à un moment donné qui a tenu un discours pas très amical avec ses amis nord-américains, sud-américains, doit devoir reconsidérer Arsène Wenger. Kylian lui-même qui a dit qu'on jouait pas trop. Il a été un tout petit peu dur envers les Sud-Américains. Je crois parce que j'ai évoqué Arsène parce que Arsène était également allé dans le même ordre d'idée. Voilà, je crois qu'aujourd'hui les faits sont en train de lui permettre de comprendre que on joue aussi bien au football du côté de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on a d'ailleurs la preuve, c'est que le top 3 est quasiment dominé par deux pays sud-américains. Le Brésil qui a quand même fait des éliminatoires, ce que Loïc a oublié de dire, est incroyable. On a perdu aucun match. C'est ce qu'on ne dit pas. On a, contrairement aux autres années, on a une équipe brésilienne qui n'a plus une véritable superstar. Parce que ça a été parfois ça le péché mignon du Brésil à une période donnée. Elle reposait sur des individualités. Aujourd'hui, le Brésil, certes, il y a des individualités, mais qui sont fondues dans un collectif. Et c'est la raison pour laquelle vous avez... et après, Neymar, je vous dis, Neymar, quand il rentre au Brésil, c'est pas le même Neymar qu'on voit au Paris Saint-Germain. Et beaucoup d'ailleurs, on dit que Messi... Il est plus brillant en sélection qu'en club. On lui reproche des choses au Paris Saint-Germain, mais quand il rentre chez lui, ça devient un autre Messi. Et la preuve, cette finale remportée face à l'Italie qui a clairement redonné des ailes aujourd'hui à cette équipe argentine qu'il faudra absolument suivre avec beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est un mondial qui est beaucoup plus préparé pour les équipes sud-américaine, parce qu'en Europe, on a quasiment l'impression que les mecs commencent un tout petit peu, on a des générations non seulement vieillissantes, mais après, il y a la surcharge de compétition. Vous avez là aussi plusieurs anciennes gloires du football brésilien qui ont dit, si vous voulez jouer et gagner un mondial, il faut tout faire pour retirer les Brésiliens de la Première Ligue, parce que ça épuise les mecs, et puis voilà, ça a des effets pervers sur les joueurs. Donc, aujourd'hui, clairement, il faut s'attendre à ce que cette formation de l'Argentine qui est en train de nous refaire plutôt ce que l'Italie nous avait fait dans les années 2006, c'est-à-dire une équipe où on a des mecs qui sont vieillissants mais qui se bonifient avec de l'âge. Vous avez Ariel Di Maria, vous avez Messi qui deviennent un peu plus bons quand ils sont plus vieux. Et donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi je ne serais pas surpris de voir cette équipe de l'Argentine véritablement jouer, peut-être pas des troubles faits, mais être la très bonne surprise de ce mondial à venir du côté de Qatar. Tout à l'heure tu as évoqué le cas de certains pays du côté notamment de l'Europe, et on en parle cet après-midi.
On parle surtout de cette équipe de France-là qui dégringole depuis quelques mois. On l'avait quitté en 2018 avec le trophée de champion du monde. Mais là, sur cette période FIFA, on a l'impression que l'équipe a plongé. Du coup, Loïc, comparativement à 2018, qu'est-ce qui a changé avec cette génération de 2022? Bon, je ne vais pas dire qu'il y a eu grand-chose qui a changé. C'est le même manager, c'est le même esprit qui est en place. Mais il faut déjà noter que cette mauvaise passe de cette équipe de France est due à beaucoup de facteurs. On sait que Didier Deschamps, par exemple, le sélectionneur, il a perdu son papa durant cette période et lui-même a avoué en conférence de presse que ça l'a touché émotionnellement. Oui, il était émotionnellement, je veux dire qu'il n'était pas là, donc il n'était pas dans les pleines capacités pour diriger cet effectif. Et autre aussi, il y a eu beaucoup d'arrivées. Il y a beaucoup d'arrivées. Beaucoup d'entrées dans la sélection. Oui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a un nouveau système qui est en train d'être mis en place. Un système à 3 défenseurs et 4. Et il y a beaucoup de changements. Et je pense que c'est une équipe qui est en rodage. Et la période de l'année aussi. Nous sommes en juin. Les joueurs sont émoussés. Il n'y a pas que la France aussi qui a connu une mauvaise période. Je vous rappelle que l'Allemagne s'est fait battre. C'est quoi? L'Allemagne ou l'Angleterre s'est fait battre par la Hongrie, l'Angleterre, je pense. Voilà. On a vu des pays qui ont été giflés, c'est les Pays-Bas qui, je crois, qui ont remporté un match face à la Croatie. Disons, il y a eu plein de sélections durant cette période de juin qui ont connu des coups de mou. Et vous savez que dans le classement FIFA, ça se paie. C'est 4 matchs. Et vous savez que ce sont des matchs qui comptent énormément dans ce classement. Donc. Et pour une équipe de France qui a remporté, je crois, 1 sur les 4 matchs. Aucun d'ailleurs. Deux matchs nuls, 2 défaites. Voilà. Ça s'est payé cash au classement. Mais je pense que ces équipes, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. C'est une période de l'année aussi où on peut comprendre, c'est justifiable, qu'il y a beaucoup de joueurs. Mais l'équipe de France n'est pas la seule à se retrouver dans cet état-là, puisque on le sait, la Croatie, qui a d'ailleurs battu l'équipe de France, a également des internationaux qui ont joué durant toute la saison en club, Luka Modric et autres, mais qui arrivent avec une certaine fraîcheur physique et réussissent à s'imposer. Oui, il y a une fraîcheur physique, mais j'ai regardé les matchs de l'équipe de France. On a vu Benzema. Benzema, c'était pas le même qu'au Real. Benzema avait déjà la tête aux vacances. Il faudrait qu'on se le dise. Et il sort d'une saison aboutie. Mbappé également, une saison aboutie, une saison émotionnellement aussi éprouvante avec le feuilleton de départ et tout son lot de pression avec l'échec aussi en Ligue des Champions. Tout cela, il a eu le coup de hausse. Ça a eu son lot de conséquences. Il y a plusieurs joueurs dans l'effectif. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'équipe de France qui a connu ce coup de mou. L'Italie aussi, on a vu cette équipe d'Italie se faire laminer par l'équipe d'Allemagne. Je veux dire que en cette période de l'année, moi, je suis plutôt... je fais plutôt très attention à ce qui se dit parce que les joueurs ne sont pas forcément à 100%, ils ne sont pas au maximum. Et puis, je pense aussi que c'est important même pour ces clubs, ou bien pour ces pays, pardon, de connaître ce genre de situation parce que ça permet aussi de remettre un certain nombre de choses en question, de faire des ajustements, de régler ce qui ne va pas et puis de revenir au meilleur de leur forme. Mais par rapport à cette équipe de France, derrière, et perd des matchs, il y en a des équipes qui bousculent. On a parlé de l'équipe d'Argentine qui, depuis son sacre à Copa América, est devenue une toute autre équipe. On a l'impression qu'ils ont brisé cette malédiction parce que avant cette Copa América, ils restaient sur 3-4 finales d'affilée perdues. C'était quand même énorme. Et puis, Lionel Messi, en 2016, déjà avait décidé de raccrocher les crampons. Donc, vous voyez, il y a eu cette sélection argentine. Voilà, donc ça laisse en quelque sorte libérer et les problèmes de la fédération. Donc, tout cela a contribué aussi au renouveau de cette équipe d'Argentine qui est restée aux portes de ce top 3 et qui a bousculé cette équipe de France jusqu'à la détrôner. Bousculer l'équipe de France, est-ce qu'on pourrait expliquer cette période difficile par l'état physique aujourd'hui, les joueurs qui arrivent durant cette période FIFA un tout petit peu émoussés, ou alors il y a une autre raison qui justifie le fait qu'aujourd'hui, clairement, la France soit sortie du podium de ce classement FIFA? Je crois que ce que Loïc a dit a toute sa place. Mais après, ce sont des matchs qui ont clairement un enjeu.
tant pour l'histoire de l'équipe que pour l'histoire également de cette équipe-là. Quand je regarde la confrontation face à la Croatie, on sait très bien les antécédents qu'il y a entre ces deux formations-là. Avant cette troisième, eh bien, la Croatie n'avait jamais remporté face à la France. Et c'était toujours des scores assez considérables. Donc perdre face à la France, je dis oui. Il y a que beaucoup de joueurs ne souhaitent plus ou alors ne souhaiteraient pas jouer cette Ligue des Nations, mais après leur fédération l'UEFA a donné son accord de principe pour l'organisation de cette compétition. Donc je crois qu'à partir de ce moment-là, tout le monde est soumis à jouer clairement. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est fait à dessein? Parce qu'ils se disent, oui, en fin d'année, on aura une Coupe du Monde, et si on donne tout durant la Ligue des Nations, on pourrait se retrouver émoussé au mois de novembre durant la Coupe du Monde, quand on sait que c'est pratiquement l'objectif majeur. Le groupe français qu'on a eu, c'est un groupe qui est complètement remanié, c'est-à-dire on a des jeunes joueurs, et moi, dans ce que j'ai vu, j'ai clairement compris que Deschamps, oui, il n'était pas dans une dimension, dans une logique de gagner à tout prix. Après, c'est aussi bien de gagner ces matchs parce que ça vous permet de pouvoir évaluer vos mecs sur la durée, sur la continuité. Parce que là, si vous êtes out avant le temps, vous n'aurez pas véritablement l'occasion de pouvoir, puisque si vous êtes éliminé, toutes les équipes étant engagées effectivement dans cette compétition, vous n'aurez pas la possibilité de trouver de véritables sparring partners. Vous avez vu que pour le cas du Cameroun, ça a été hyper compliqué. Tous les pays africains qui ont souhaité avoir des matchs amicaux à cette période, soit ils partaient aux États-Unis, soit ils allaient en Arabe, dans les pays arabes, dans les pays du Golfe Persique et tout, parce qu'en Europe, c'était complètement cadenassé. Tout le monde était focus sur la Ligue des Nations. J'ai peur de dire aujourd'hui que j'ai peur de donner une excuse à cette contre-performance des Bleus, mais ce que je dis, c'est qu'on a quand même là un sélectionneur qui est depuis un moment sur ce banc de touche. Est-ce que son discours ne commence pas à être véritablement caduque? Je n'en sais pas trop, mais il faudrait qu'on soit véritablement prudent. On a vu que ces choix ont été véritablement critiqués. Il y a des mecs comme l'attaquant de l'AC Milan, comment il s'appelle, Giroud, qui estimait que lui, il avait de la place dans ce groupe. Et donc, s'il y a des mecs qui montent au créneau pour dire qu'ils estiment qu'il y avait de la place dans ce groupe, ça veut dire que ces matchs ne comptent pas seulement pour du beurre. Donc, à force de dire, peut-être de penser que oui, c'était des matchs juste pour des matchs, et ben on risque véritablement d'être surpris après, parce que tout le monde se prépare véritablement à battre cette équipe de la France, qui, disons-le, est champion du monde à titre. Et donc, il faut, je dirais pas comme qu'il dirait, mais c'est l'ennemi à battre. Et donc aujourd'hui, il y a une dimension, clairement une volonté de reconstruction au sein du groupe parisien, parce que la chaîne est défensive, les Umtiti ne sont plus là offensivement. Comment il s'appelle, Griezmann, Grisou, ça ne marque plus. C'est complètement perdu. Mbappé, voilà, il est là, il est bon aujourd'hui, il n'est pas bon. Au milieu, on a Aurélien Tchouaméni. Oui, Tchouaméni, il y a Pogba qui ne se retrouve plus. Il a la tête ailleurs, il est rentré dans son pays faire la fête et tout. Et donc, voilà, il faut véritablement, pour ma part, un autre discours. Est-ce que Deschamps sera capable de remobiliser cette équipe à l'interne? Ça sera là le principal défi. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter, Loïc, à quelques mois de la Coupe du Monde, se dire un champion du monde se retrouve clairement en difficulté au mois de juin, à pratiquement 5 mois de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'inquiéter? Non, moi je pense pas qu'il faut s'inquiéter, mais je pense qu'il faut tirer des enseignements de cette phase, parce que voilà, l'équipe de France a quand même l'un des plus beaux effectifs du monde. Vous avez Tchouaméni, Mbappé, Benzema, Hugo Lloris, Kamavinga, Pogba, Golo Kanté. C'est une équipe qui est fournie et qui a des joueurs de qualité pour faire une belle compétition. Ce qu'il faut faire à cet instant, c'est tirer les enseignements de ce qui a été fait et remobiliser les troupes. On a vu que durant cette fenêtre internationale, il y a 2 joueurs clés qui ont manqué. Il y a Pogba, N'Golo Kanté. Oui, Pogba n'est pas le même joueur qu'on a connu il y a quelques années, mais en équipe de France, c'est un joueur qui rend de fiers et loyaux services. Et au milieu, avec N'Golo Kanté, c'est une paire qui marche à fond. Sauf que cette année, avec Tchouaméni, ça n'a pas été le cas. Je veux dire, avec l'association N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, ce n'est pas une paire qui est complémentaire. On ne retrouve pas le même milieu qu'avec Paul Pogba. Et ça a été quelque peu faussé dans cet entrejeu de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il y a des enseignements qu'il faut tirer les 4 matchs qui ont été joués pour cette équipe de France. Il y a encore 4-5 mois avant. Il y a une prochaine période FIFA au mois de septembre prochain, donc forcément il y aura des réglages à effectuer. Mais c'est vrai que le temps ne jouera pas à leur faveur. Ils ne disposeront pas de tout le temps avant cette compétition. Surtout que
les clubs libèrent les joueurs pour le mondial une semaine avant, je crois, le 14 novembre. Ouais, forcément, et ça puis sera... la compétition se joue le 21. Donc, il y a à peu près une semaine pour préparer la compétition avec l'effectif au complet. Donc, ce ne sera pas une tâche aisée pour les entraîneurs. Ça ne sera pas du tout une mince affaire. Cette équipe de France est dotée de joueurs extraordinaires. On sait les joueurs extraordinaires savent se montrer aussi décisifs et à la hauteur lors des grands rendez-vous. Messieurs, parlons des sélections africaines, cette fois impliquées dans ce classement FIFA. Parlons surtout du numéro 1 africain dans ce classement. Il s'agit du Sénégal, classé 18e mondial. Messieurs, d'où cette interrogation cet après-midi. 18e place pour le Sénégal. Le Sénégal est-il à sa place? Vous posez la bonne question à la mauvaise personne. Je crois qu'il y a un comptage qui est fait par le groupe. Il faut dire que ce classement est sponsorisé par une marque américaine très connue. Oui. Et donc, il y a un point de comptage qui est fait. C'est-à-dire que ça dépend de l'adversaire que vous jouez et qui vous permet effectivement... Je ne maîtrise pas clairement le mécanisme, mais à chaque fois que je regarde ce classement, quand il s'actualise, je crois qu'il y a un système qui est mis en place. Soit vous avez progressé, vous êtes en vert, ou alors vous avez régressé, ou alors vous êtes stagnant. D'ailleurs, on le voit sur l'image, quand vous êtes en vert, ça veut dire que vous avez progressé, le Sénégal, et quand vous êtes en rouge, ça veut dire que vous avez régressé. Le Maroc, la Tunisie sont des équipes qui ont progressé. Le Cameroun a un tout petit peu stagné parce qu'il y a qu'on a joué face à une équipe, le Burundi qui n'était pas... Et on n'a gagné qu'un but à 0. Un but à 0 après qui n'avait pas un très bon classement au niveau de... Ouais. Je crois que ça dépend aussi des adversaires que vous rencontrez à cette période bien précise. Aujourd'hui, au Sénégal, qui est quand même... qui est rentré, qui est champion d'Afrique en titre. C'est vrai, elle a joué ces 2 journées de la CAN avec de très très bons scores. Après, clairement, ses concurrents, alors c'est dévancés dans ce classement, n'ont pas eu de très bons résultats à cette période. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, lui, on a eu une longue période d'invincibilité de la part de l'Algérie. Je crois que le Sénégal est certainement en train de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette durée-là. On souhaiterait clairement avoir une équipe africaine qui va rentrer dans le top 10. Parce qu'il faut dire clairement, l'enjeu de ce classement, peut-être beaucoup ne maîtrisent pas, l'enjeu de ce classement, c'est qu'à l'approche des compétitions officielles, comme par exemple c'est le cas avec la Coupe du Monde, vous avez la possibilité d'être dans le chapeau, tête de série, dans une tête, je crois, dans un chapeau qui vous épargne véritablement des gros morceaux à l'approche de la compétition. Par exemple, le tirage sur lui a déjà eu lieu. Peut-être si le Sénégal pouvait clairement maintenir ce cap jusqu'au prochain mondial. Je crois qu'en restant peut-être dans le top 10, on vous évite clairement d'avoir les grosses équipes. Même si je dis, pour ma part, l'équipe du Sénégal est capable d'affronter n'importe quelle équipe. Pour moi, on a parlé du cas de la France tout à l'heure, mais il n'y a pas une seule équipe qui est hyper fournie comme celle du Sénégal à tous les niveaux. Et après, je voudrais clairement que la vanne ouverte par le coach portugais José Mourinho puisse avoir un écho favorable pour que nos joueurs africains puissent évoluer dans leur pays d'origine. Certains s'amusent à dire, Loïc, que compte tenu de sa constellation de stars, de son effectif bien rodé à la compétition, le Sénégal mérite mieux qu'une 18e place au classement FIFA. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais on ne quitte pas... je vais dire que les places, ça se gagne. Ce sont des places qui se gagnent. Et puis... donc, tu penses que le Sénégal, malgré ses bonnes performances... Elle est à sa place. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Mais être 18e dans ce classement, c'est énorme. Déjà, aucune nation africaine n'est déjà entrée dans le top 10. La place la plus haute a été occupée par le Cameroun, était 11e. Donc on voit que c'est une grosse performance d'entrer dans ce top 10. Et malheureusement, en Afrique, nos équipes ne sont pas aussi bien classées dans le classement FIFA pour permettre aux autres équipes africaines les rencontrant d'engranger le maximum de points. Mais je pense que si, en multipliant les rencontres contre les grandes équipes, en montrant de quoi on est capable, pourquoi pas? En battant les grands, vous devez justement. Vous allez marquer le pas sur place. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle même certains matchs amicaux, des équipes demandent des équipes d'un certain calibre, parce qu'ils savent ça compte. Il y a des matchs qui comptent, des matchs amicaux qui comptent dans le classement FIFA. Maintenant, pour les nations africaines, pour ceux qui se disent que le Sénégal n'est pas à sa place,
c'est à la Coupe du Monde qu'il faudra vraiment montrer qu'ils avaient tort. Oh. Ils avaient tort que le Sénégal mérite mieux. Avec ce match d'ouverture qui s'annonce, hein, ça sera... Donc c'est à la Coupe du Monde qu'on verra si vraiment le Sénégal n'est pas à sa place en ayant le plus loin possible. Ce n'est pas en disant, en restant sur la forme Afrique. Il faut maintenant sortir de la zone Afrique parce qu'on sait, le Sénégal est la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. Maintenant, il faut aller montrer de quoi ils sont capables sur la scène européenne, scène mondiale, pardon, pour pouvoir rentrer un peu plus dans ce classement qui est réservé à l'élite du football mondial. Mais je dis encore et je le redis, cette 18e place déjà, elle est honorable. Oui. C'est une grosse performance. Il n'y en a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui ont atteint ce niveau. Et on espère vraiment que toutes ces équipes africaines iront à ce mondial et puis voilà, prendront d'assaut le top 10. Parlons de top 5 africain à ce classement FIFA avec bien sûr le concours de la réalisation. Le Sénégal donc première nation africaine suivi du Maroc, de la Tunisie, du Nigeria, du Cameroun. Un top 5 clairement qui vous met d'accord messieurs, qui selon vous ne devrait pas être dans ce top 5 ou du moins dans le top 10 qui pourrait intégrer ce top 5 là. Pour le top 5, la présence de la Tunisie m'intrigue un tout petit peu. Parce que la Tunisie n'a quasiment rien montré depuis plusieurs années sur le football africain. J'ai le privilège de suivre cette équipe particulièrement lors de son match face au Nigeria. C'était, je crois, le 8e de finale, à Garoua. J'avais voyagé d'ailleurs avec Wapi Kassri, avec une délégation tunisienne pour Garoua. C'est une équipe qui a des ailes du Carthage qui, voilà, elle avait d'ailleurs surpris le Nigeria. Ils sont présents dans les grands événements, mais sans véritablement créer la sensation. Ils sont là. Je crois que peut-être ils doivent aussi ce classement après cette double confrontation heureuse pour eux face au Mali pour les barrages au Mondial Qatar 2022. J'ai pas regardé leurs résultats en éliminatoire de la CAN. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs en éliminatoire, donc forcément c'est un peu ce qui a pesé en tout cas. Loïc, un mot sur le top 5 du continent. On a le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun. On a surtout le Nigeria qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais si on enlève les Super Eagles, on se rend compte que les 4 autres nations seront bien du rendez-vous au Qatar. Oui, le Nigeria aussi qui enchaîne des contre-performances depuis pas mal de mois. On a vu qu'avec cette Coupe d'Afrique, ce Nigeria-là qui était l'une des équipes qu'on attendait dans le dernier carré qui malheureusement n'a pas su répondre aux attentes. Et aussi cette non-qualification au mondial. Ça reste quand même l'équipe qui est surprenante dans ce top 5. Mais on voit la flèche, elle est descendante. C'est une équipe qui dégringole au classement. Par contre, moi j'aurais bien aimé voir... Le Ghana qui n'est même pas présent dans le top 10. Voilà, qui n'est même pas dans le top 10 par exemple. Mais qui est à la Coupe du Monde? C'est quelque chose d'assez étonnant, mais je pense que c'est un classement qui se base sur plusieurs mois et non sur la forme actuelle. Voilà, n'oublions pas que le Ghana aussi... Le Ghana a battu le Nigeria dans cette confrontation. En janvier, le Nigeria est dans le top 5, après on n'a pas le Ghana. Normalement, qui a quand même réussi son entrée aux éliminatoires avec une victoire match. C'est une accumulation de points. C'est des points qu'on accumule. Et puis la CAN du Ghana, franchement, je ne vois pas pourquoi est-ce que cette CAN-là... Mais après, le Nigeria et le Ghana sortent quasiment au même niveau. Je crois que le Nigeria sort en 8e finale, mais le Ghana sort en match de groupe. Et après, le Nigeria perd les 2... Non, moi, dans ce cas, je dis, on peut s'interroger quand même Baudelaire sur la non-présence du Ghana dans le top 10. C'est pourquoi on est là. On est là pour le Ghana, quand même. Finalement, Loïc, on va questionner les critères, c'est-à-dire la façon de calculer ces points-là. Parce que aujourd'hui, clairement, on semble dubitatif parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Autant on se pose des questions pour le ballon d'or européen parce qu'on ne sait plus aujourd'hui sur quels critères se baser. Autant on se pose des questions sur le calcul de points qu'on attribue à ces sélections durant, bien sûr, lors de ce classement FIFA. Mais il faudrait d'abord qu'on regarde la poule du Ghana. Cette poule où il y avait les Comores, le Gabon. Je maîtrise plutôt le troisième. Mais je veux dire que c'était une poule qui était à la portée de cette équipe du Ghana. Il faut vraiment qu'on se le dise. Tout à fait. Et puis, qui se fait battre par les Comores alors qu'il joue un match. Il joue la qualification carrément sur un match. Et puis, les Comores là qui, voilà, n'avaient rien à perdre, faisait son petit bonhomme de chemin, avait déjà conquis le maximum de cœur, va arracher sa qualification face au Ghana. Mais attendez,
C'est pas le même parcours que le Nigeria. Par contre, le Nigeria, en phase de poule, on s'est dit, waouh, ces gars... 9 sur 9. Bien sûr. 9 sur 9, ouais. Et je crois qu'en phase de groupe, c'était peut-être l'une des meilleures attaques du tournoi. Tout à fait. Parce qu'on avait cette compétition où c'était 1-0, 2-1, les scores étaient assez serrés. Mais l'équipe du Nigeria claquait facilement 3 buts en un match. Et puis on s'est dit, oh voilà l'un des favoris. Et puis en huitième de finale, à la surprise générale, se fait éliminer. Ils se sont peut-être fait éliminer à un tour de différence, mais le parcours du Nigeria, l'élimination du Nigeria était vraiment... très surprenant. C'était très... Mais énormément surprenant. Après, ce top 10 contrôlé par le Ghana, quand même, ça fait... Bon, là maintenant, ce top 10 ne se base pas sur l'histoire. Qui est complété par le Burkina Faso, sans Ghana et autres. L'histoire. Par contre, le Burkina Faso, moi, je les verrais bien dans le top 5. Ouais. C'est une équipe qui... qui déjoue les avec Hubert Velud, le nouveau sélectionneur. Je ne sais pas, depuis quelques mois, c'est une équipe qui montre des choses hyper intéressantes. Comme le Mali aussi. Justement, par contre, cette 10e place du Burkina, moi je les verrais un peu plus, pourquoi pas, peut-être devant cette équipe de Côte d'Ivoire ou bien cette équipe d'Algérie. Parce que depuis 6 mois, c'est une équipe qui monte en puissance. Elle est quand même 4e de la dernière CAN. Bien sûr, il faudrait. Et après, la Russie, notamment, son entrée aux éliminatoires de la CAN. Franchement, super. Pour moi, c'est... Tu ne trouves pas d'inconvénient à ce que le Ghana ne soit pas dans le top 10 mais tu trouves quand même que le Burkina devait être dans le top 10. Non, je ne parle pas de l'histoire de l'équipe. Le Ghana a son histoire et on la respecte. Ouais, super. Maintenant, sur les 6 derniers mois, le Burkina montre des choses plus intéressantes que l'équipe du Ghana. Bon, c'est vrai qu'après, il n'y a pas le Ghana ira au Qatar et puis le Burkina va regarder la télé. Voilà. Mais je pense que depuis 6 mois quand même, il y a des choses positives et au moins être devant la Côte d'Ivoire ou bien devant cette équipe d'Algérie. Monsieur, poursuivons dans notre échange, on ne s'habille pas, on se régale plutôt. On va cette fois prendre notre petite page Mercato avec bien sûr les premières signatures. Sadio Mané, c'est officiel. Il a donc déposé ses valises du côté du Bayern de Munich et qu'il quitte Liverpool pour le Bayern. Un bon choix, messieurs, selon vous. Sadio Mané au Bayern, c'était quand même un choix osé. Il fallait à un moment donné peut-être relever un autre challenge après avoir tout gagné avec Liverpool. Choix osé, je crois que c'est le Bayern qui a osé véritablement s'attirer les services d'un joueur comme Sadio Mané, parce que vous avez vu toute la surprise qu'il y a eu autour du montant lié à son transfert. Vous parlez tout à l'heure de ces incongruités au niveau du classement FIFA. On peut aussi s'interroger comment un joueur comme Sadio Mané coûterait moins de 40 millions d'euros. C'est quand même c'est insultant, c'est dénigrant, parce que moi l'expression. Après, le mec lui reste avec ses valeurs humaines, ses valeurs sociales, et donc je crois que le Bayern a fait pour moi la bonne affaire. La très très bonne affaire, parce que Lewandowski, on ne sait plus sur quel pied il va clairement danser cette saison. Et quand vous avez un attaquant sur lequel l'équipe repose, qui a la tête ailleurs, très cher monsieur, vous le laissez partir. Vaudrait mieux lui dire, ok, cher ami, vas-y. On a vu ce que Dembélé a fait à Dortmund. On a vu ce que le mec, il venait, il simulait des blessures, il voulait pas s'entraîner. On est obligé de dire, ok, garçon, il faut partir. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Bayern a véritablement fait la grosse affaire. C'était pas une chose facile. Le championnat allemand n'est pas tellement n'est pas très médiatisé. J'ai peur de le dire, j'ai pas des références avec moi, mais dans ce top 5 des meilleurs championnats d'Europe, je crois en termes de performance, oui, mais en termes de bling bling, c'est pas trop le championnat où on irait si on veut véritablement voir le Ballon d'Or, quand on sait quand même qu'il y avait le Real de Madrid qui... Est-ce que c'est pas lié au fait que le Bayern soit pratiquement la seule équipe qui... Oui, après est-ce qu'il y a une véritable adversité à l'intérieur? Je crois que le Bayern a développé une méthode qui est quand même assez draconienne. Ses voisins du Burundi et autres, à chaque fois qu'il y a un élément qui émerge, on le copte rapidement, et ça fait que ça clairement diminue la pression. Après, le truc aussi, c'est que est-ce que ces clubs-là ont véritablement la force financière pour pouvoir maintenir ces joueurs? Je ne pense pas. Quand on voit quand même ce que Götze a fait à un moment donné, il était la superstar, après on dit viens au Bayern, après il se retrouve qu'il n'a plus sa place au Bayern, il est obligé de rentrer à Dortmund. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on a comme une espèce de suprématie du Bayern qui, à un moment donné, ne l'aide pas beaucoup, parce qu'après il n'est pas clairement rodé par ses adversaires. C'est une équipe qui marche complètement sur l'eau. Donc
oui, c'est une très bonne affaire pour le Bayern, mais après, est-ce que c'est une très bonne affaire pour Sadio Mané? Je crois qu'une équipe comme le Real de Madrid, qui a quand même un certain aura sur le plan européen, l'aiderait mieux à mieux intégrer ce classement FIFA des meilleurs joueurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec celui des sélections nationales. On va accompagner Sadio Mané. J'ai vu qu'au lendemain de sa signature, ce sont les comptes Instagram, les réseaux sociaux du Bayern qui ont clairement connu beaucoup de visiteurs. C'est vous dire clairement que ce joueur-là, il draine des foules, il fera beaucoup de bien à cette équipe bavaroise. Il fera beaucoup de bien à cette équipe du Bayern de Munich. Loïc, son challenge aujourd'hui, on le sait, c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Il a gagné le championnat, la FA Cup. Il a pratiquement tout gagné avec Liverpool. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher avec le Bayern? Une nouvelle Ligue des Champions, peut-être la Bundesliga, un trophée qu'il n'a jamais remporté jusqu'ici. Je pense qu'il voudrait peut-être être à la tête d'un projet sportif. Parce que vous voyez Liverpool, quand on regarde les recrutements de ces derniers mois, on a vu Luis Diaz qui est arrivé, on voit Mohamed Salah qui est au top de sa forme. Il y a Diogo Jota. On s'est rendu compte que... Il y a un joueur du Benfica qui est arrivé et qui a signé récemment. Darwin Nunez, par exemple. Donc on voit que cette attaque de Liverpool, clairement, a les yeux rivés sur l'avenir. Et Sadio Mané ne jouait pas dans un rôle qui le convenait. On a vu que Sadio Mané était beaucoup plus axial, alors que c'est un joueur de côté. Un joueur qui part de côté et qui repique dans l'axe pour essayer de marquer. Donc, il était cantonné à un rôle qui ne lui plaisait pas forcément. Et on parlait aussi de la reconnaissance du club. Beaucoup de personnes, beaucoup d'informations ont circulé dans ce sens, en disant que, voilà, à Liverpool, Mané avait moins de faveurs, bénéficiait de moins de faveurs. Même quand il était bon, il était toujours remplacé. Toujours. Il était sous-côté du côté Liverpool. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres aussi parlent des évolutions salariales. On voit qu'aujourd'hui, au Bayern, il gagne 2 fois plus que ce qu'il gagnait à Liverpool. Donc pour un joueur, ça veut dire que l'aspect financier a également joué un rôle dans ce transfert. Oui, c'est vrai qu'on nous vend l'image de Sadio Mané, l'homme humble et tout, mais à un moment donné, il faut penser, on a de la valeur. C'est un joueur qui a de la valeur. Parce que vous ne pouvez pas vous appeler Sadio Mané, un joueur qui, par saison, vous met au moins 20 à 25 buts. Et vous me dites que voilà, il mérite amplement. Aujourd'hui, au Bayern Munich, il touche. Il est l'un des joueurs les mieux payés du continent. Du continent et même du monde. Je crois qu'il peut être dans le top 15 aujourd'hui. Pour un joueur comme Sadio Mané, c'est amplement mérité. Et au moins cette reconnaissance-là, il va rester. Et aussi cette équipe du Bayern, beaucoup parlent du départ de Lewandowski. Donc cette équipe se cherche un nouveau leader en attaque. Celui qui va conduire cette attaque bavaroise. Et puis Sadio Mané, il arrive forcément avec son palmarès, avec déjà l'aura de joueur qu'il a. Il arrive en tant que joueur vedette de cette attaque qui va mener cette attaque. Le roi Sané a dû céder son dossard, je crois. Le roi Sané a voulu céder son dossard, mais Sadio a refusé parce qu'il a dit qu'il voudrait se faire sa propre histoire avec le Bayern. Il a donc décidé d'arborer le dossard 17 qui n'était porté par personne jusqu'ici, Sadio Mané. Donc il a refusé un moment le dossard 17, je crois que c'était pas porté par le dossard 10 qui était porté par le roi Sané. Le 10 était porté par le roi Sané. Oui, mais je dis Choupo portait quel dossard? Choupo, je sais pas trop. Le 13. Ouais, le 13. C'est au Paris Saint-Germain qu'il avait le 17. Il avait le 17. Donc, Loïc, je voudrais que tu dises rapidement un mot sur le mercato du Bayern. L'image avec bien sûr les 3 nouvelles recrues du Bayern de Munich. On a Ryan Gravenberch qui sort de l'Ajax d'Amsterdam. On a le Marocain Masraoui qui sort également de l'Ajax d'Amsterdam. On a Sadio Mané qui sort de Liverpool. Des choix forts par le Bayern. C'est des choix forts. Mais aujourd'hui, je tiens encore à exprimer mon admiration que j'ai vis-à-vis de cette cellule de recrutement. Parce que chapeau au directeur. Chapeau au directeur. Le monsieur que vous voyez au milieu, Gravenberch, il a quoi, 18 ans. L'une des valeurs sûres du football, dans 5 ans on en parlera. Il est néerlandais. Un milieu de terrain, pétri de talent. Pétri de talent, néerlandais. Qui a évolué dans l'une des plus grandes académies de football dans le monde, d'Ajax Amsterdam. Il montre des qualités déjà solides à cet âge de 18 ans. L'année dernière, était déjà surveillé de près par beaucoup de grands clubs à l'instar du Real Madrid. Donc c'est un joueur qui réussit à enrôler à quelques millions d'euros. Quand on sait que le mercato, il devient fou avec des sommes folles. Dans 2 ans, dans 3 ans, je vous le dis, c'est un joueur qui aurait coûté 5 fois, 10 fois plus cher. Mais ils ont les yeux rivés sur l'avenir. Mazraoui arrive gratuitement. Un latéral droit d'une telle qualité arrive gratuitement. C'est vraiment un coup
je vais dire, un coup de de maître. poker. Vraiment, c'est énorme. Et chaque année, cette équipe du Bayern est dans la même logique. Ils ciblent les joueurs, ils ne dépensent pas des sommes folles lors des mercatos et les profils sont toujours intéressants. Quand je parle de ces montants, je parle par exemple de Lewandowski qui arrive au Bayern gratuitement, Goretzka qui arrive gratuitement, Manuel Neuer qui arrive pour quelques millions d'euros et la liste est très longue. Donc c'est encore un coup de génie de cette équipe du Bayern Munich et donne une leçon par exemple de gestion à tous les autres grands clubs européens. Fabrice, le Bayern qui affectionne les Africains, Bouna Sarr, Eric Maxime Choupo-Moting, Sadio Mané, maintenant Masraoui le Marocain. C'est clair que c'est devenu une destination de plus en plus prisée pour les footballeurs africains. Oui, mais après, on aimerait clairement voir un joueur africain qui va jouer les premiers rôles. Oui, il y a des joueurs africains. Vous savez, l'Allemagne, à un moment donné, ça a été hyper difficile, même pour les Européens, d'y évoluer. Et je crois l'un des premiers Français à jouer dans cette équipe, je crois que c'était M. Papin, qui a évolué. Et pour la France, c'était un événement. Oui, je crois que la série de recrutement du Bayern commence également à ratisser l'arche. Au-delà de la Bundesliga, on pense véritablement apporter une plus-value qui viennent d'ailleurs. Et après, il faut aussi se le dire, c'est aussi une démarche, pour ma part, du marketing, du merchandising, parce que si vous avez clairement des joueurs qui évoluent, qui sont de nationalité allemande, l'équipe n'a pas un véritable code de sympathie à travers le monde. Donc aujourd'hui, toutes ces équipes sont en train de s'ouvrir dans cette dynamique-là. Vous allez voir, quand Liverpool jouait, c'était toutes les rues du Sénégal qui étaient véritablement en feu. Donc on sait véritablement ce qu'apportent aujourd'hui ces grosses stars africaines comme plus-value, comme image. Et donc ne vous étonnez pas peut-être qu'une finale de Bundesliga, vous voyez par exemple une télévision sénégalaise qui décide de racheter, qui décide d'acheter les droits de diffusion. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'équipe aussi a un certain aura sur le plan africain. Vous avez vu en Angleterre par exemple, ils ont une longueur d'avance sur ces clubs anglais. Vous avez vu le concept visite Rwanda avec Arsenal. Donc ils sont dans ces dynamiques-là pour essayer d'avoir véritablement une cote de sympathie. Puisqu'on le sait aujourd'hui, le continent africain, c'est l'un des plus grands viviers de football à l'avenir. Et donc, il faut clairement commencer à avoir une cote de sympathie dans ces équipes-là, dans ces continents, dans cette partie du continent africain pour espérer clairement avoir facilité un certain nombre de choses. On le sait, un mec comme Sadio Mané qui va terminer peut-être en 2025, on ne sait pas ce qu'il va signer après. Et ce sont des mecs qui vous ouvrent véritablement des boulevards pour ces équipes. Quand on sait qu'un pays comme le Sénégal, on fait hyper bien dans la formation. Vous avez des équipes comme Djamba, qui ont des partenariats avec FC Metz aujourd'hui. Pourquoi? Donc je crois qu'aujourd'hui, les grosses écuries comme le Bayern savent que si elles veulent rester véritablement ces écuries dans l'avenir, il faut absolument avoir des clubs pilotes à travers le monde entier, l'Afrique également, pourquoi pas, est ciblé dans ce sens-là. Un autre Africain ciblé dans le cadre, bien sûr, de ce mercato, il s'agit de Sékou Fofana, le milieu de terrain de Lens, qui est aujourd'hui annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le prix Marc Vivian Fo. Le prix Marc Vivian Fo, effectivement. Sékou Fofana, Loïc, du côté du Paris Saint-Germain, tu y crois ou pas? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Sékou Fofana, on parle d'un transfert qui pourrait avoisiner les 30, voire 40 millions d'euros. Non, je pense qu'il gagnerait à aller dans un club, disons, il pourrait aller jouer à Marseille. Je veux dire, s'il veut continuer en France. C'est un club où il y a moins de pression actuellement que Paris Saint-Germain. Il y a moins de extra sportifs. Il a le talent pour évoluer quand même au Paris Saint-Germain, ça il faut le dire. Il a le talent, mais je crois que dans le collectif du Paris Saint-Germain, il n'y a pas que le football. Ce sera compliqué. Il faudrait qu'il aille dans un club. Il faut qu'il joue au ballon. Je veux dire, actuellement, s'il veut jouer la Coupe d'Europe, il peut aller jouer à Marseille, par exemple, ou bien à AS Monaco. Et voilà, montrer encore de belles choses, peut-être pendant 1-2 ans. Et pourquoi pas signer pour le Paris Saint-Germain. Il a fait une excellente saison, mais il ne faudrait pas qu'il commette l'erreur que beaucoup de joueurs footballeurs commettent aujourd'hui. Après une saison, vous explosez au haut niveau, vous jetez directement. Vous traversez l'étage. Et ça reste un joueur magnifique, mais au Paris Saint-Germain, ce sera compliqué. Tu ne crois pas trop. En tout cas, un autre Ivoirien qui a également convoité, Fabrice, c'est Sébastien Haller, qui a annoncé du côté du Borussia Dortmund. Je crois que ça serait une très bonne affaire pour lui. Pour remplacer Erling Haaland, le profil, pratiquement, c'est un casting réussi. Ouais. Ce sont des mecs qui aiment prendre la profondeur, qui a un très bon jeu de tête. On l'a vu avec l'équipe Ajaxide. C'est un mec qui joue
joue les renards de surface comme une certaine époque avec Pipo Nsaki. Il a quasiment tout pour pouvoir évoluer dans n'importe quel club en Europe, surtout avec une équipe allemande où on a quasiment, à un moment donné, on se retrouve en train de jouer du box-to-box, comme en Angleterre. Donc c'est un mec qui aime le tarquet. Je crois qu'il trouvera son compte avec cette équipe de Dortmund, qui a clairement besoin de lui, parce qu'après le départ du monstre Haaland, on a besoin véritablement d'une grosse, d'un non-ronflant à la tête de son attaque. Je crois que ça sera une très très bonne chose pour Haller. Messieurs, on me fait signe du côté de la réalisation que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je pense qu'on a passé 90 minutes de ouf, on ne s'est pas ennuyé. Merci Loïc, une fois de plus, d'être passé par ici. Merci Baudelaire, c'était un plaisir d'avoir Fabrice sur ce plateau et j'espère que ça va se répéter. Ce n'est que partie remise. Fabrice était également le plaisir à le mien, toi cher ami. Merci Fabrice. Merci également à la magnifique équipe, à la réalisation avec Patrick Abolo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les programmes se poursuivent sur For You Télévision.